Mon observation se limitera cet après-midi aux réactions provoquées en France par l'adoption des pratiques militaires prussiennes en matière de tir de l'infanterie. Au commencement, donc, était le fusil. Le terme dérive du latin focus, feu. Il désigne à l'origine l'un des éléments de l'ancien briquet à percussion, la pièce en acier sur laquelle on frappe un silex afin de déclencher des étincelles. L'utilisation du briquet à percussion était très répandue avant la diffusion au XIXe siècle, vers 1830, des allumettes. Le mot s'applique ensuite, par extension, au mode de mise à feu à silex, puis à l'arme sur laquelle il est mis en position. Alors la platine à silex, vous la voyez ici sur cet écran. Sur une platine à silex, la platine dispose d'un chien dans lequel est serré entre deux mâchoires, une vis de serrage, une pierre de silex qui, lors de l'appui sur la détente, vient frapper, percuter la batterie, qui est cette pièce métallique en forme de L, et qui, au moment du tir, la mise à feu, recouvre le bassinet. La percussion de la pierre et de la batterie provoque la descente d'étincelles qui entre en contact avec la poudre située ici dans le bassinet. C'est le principe de la mise à feu à silex. Alors le fusil en tant qu'arme a été créé vers 1615-1620 dans le milieu des horlogers, arquebusiers et artistes au service de Louis XIII, notamment la famille des Le Bourgeois, originaire de Lisieux. On attribue à Marin, 1565-1633, peut-être aidé par son frère Pierre, mort en 1627, la mise au point de la platine à silex classique, dite à la française. Le fusil a supplanté le mousquet. Alors le mousquet, vous le voyez sur votre feuille programme, à travers les illustrations des gravures de l'art militaire de l'infanterie de Jean-Jacques de Wallhausen, qui date de 1630. Donc le mousquet, par rapport à un fusil, c'est une arme dont la mise à feu est réalisée au moyen d'une mèche. Alors la platine à mèche est un procédé incommode et lent, mais peu coûteux et assez peu sujet au raté. Et ces deux avantages expliquent le caractère tardif de son abandon officiel en France, qui n'a lieu qu'en 1699. Il faut donc attendre la guerre de succession d'Espagne, de 1701 à 1714, pour que le fusil arme les fantassins de l'ensemble des belligérants. C'est vraiment à partir de la guerre de succession d'Espagne que le fusil peut être considéré comme l'arme de base du fantassin dans l'ensemble des armées européennes. Quels que soient les pays et les modèles, les fusils de guerre européens du XVIIIe siècle ne présentent pas de différence majeure. Du point de vue technique, ce sont tous des armes à un coup et à chargement par la bouche, dont le maniement nécessite d'accomplir successivement de nombreuses opérations que je vais maintenant décrire. Alors quelques précisions avant de vous commenter ce diaporama. Il n'a été tenu compte dans ce diaporama que des mouvements indispensables à la préparation de l'arme au tir, c'est-à-dire qu'ont été exclus les commandements du type à droite, à gauche, ou le fusil ou la baguette, qui sont exécutés à l'exercice, qui sont destinés à donner de la grâce à l'exercice, ce qui est une préoccupation du temps. Donc on voit ici uniquement les mouvements indispensables pour l'exécution de la mise à feu. La présente reconstitution reproduit le chargement après 1638, qui est la date de généralisation officielle de la cartouche dans l'infanterie française. Alors la cartouche à l'époque, c'est une enveloppe de papier qui réunit la dose de poudre et la balle de plomb, qui est sphérique à l'époque, nécessaire au tir d'un coup de feu. Nous utilisons une réplique de fusil modèle 1777 corrigé en neuf de la marque Pedersoli, c'est-à-dire le fusil des troupes napoléoniennes, mais qui est très globalement le même que celui de l'Ancien Régime, puisqu'il n'y a pas de rupture technique entre l'Ancien Régime et les guerres de la Révolution et l'Empire. Le fusil reste technologiquement stable tout au long de cette période.
Alors, entre deux tirs, vous allez voir, le tireur doit effectuer deux groupes d'opérations. Trois groupes d'opérations, pardon. L'amorçage, le chargement et la mise à feu. Alors, je les ai regroupés donc par groupe. Il faut d'abord, vous voyez, mettre l'arme. Je ne commande pas l'intégralité des étapes, mais certaines des plus importantes. Il faut d'abord mettre l'arme ici en position de demi-armée, c'est-à-dire que le chien est en position de sécurité. Ensuite, on continue toujours l'amorçage. Le soldat doit prendre la cartouche et la déchirer avec ses dents. Un soldat à l'époque doit avoir ses dents de devant pour pouvoir déchirer la cartouche en papier. Ensuite, alors vous voyez que, diapositive suivante. Ensuite, le contenu de la cartouche, une partie de la poudre est introduite dans le canon, dans le bassinet, de l'arme. Ensuite, il faut refermer le bassinet, vous le voyez, avec la batterie, parce que sinon la poudre tombe, et si la batterie n'est pas correctement en position, le chien va frapper dans le vide, donc le coup ne partira pas. Donc, étape indispensable également. Ensuite, on commence le chargement par la bouche, avec donc l'introduction du reste de la poudre, du papier et de la balle. Le papier sert de bourre en fait. Donc tout cela est introduit également par la bouche du canon, ce qui nécessite d'ailleurs d'être debout pour le tireur. Remarquez aussi cette étape que l'on appelle le passage de l'arme à gauche, qui est à l'origine de l'expression. Passer l'arme à gauche pour pouvoir utiliser sa main droite, le fusilier doit passer donc son arme sur le côté gauche. Et cette phase du chargement intervient en début de chargement, c'est-à-dire que le soldat est exposé au tir de l'ennemi et le fusil ne sera pas prêt à être utilisé encore pendant de longues opérations. Donc l'expression signifie à l'origine être en position de danger, si vous voulez, et a fini par donner l'expression que vous connaissez. Donc le chargement par la bouche toujours, avec cette phase délicate, la sortie de la baguette qui nécessite également d'être retournée pour pouvoir effectuer le bourrage, c'est-à-dire le tassement de la charge au fond du canon. Je vous laisse imaginer la gêne qu'occasionnent tous ces mouvements amples dans des lignes de soldats en rang serré. Le chargement par la bouche toujours, il y a 9 opérations au total. Donc ensuite, il faut sortir la baguette du canon, la retourner afin de la remettre en position dans son logement. Alors si l'arme est chargée, elle n'est toujours pas prête à tirer, il reste à effectuer le troisième et dernier groupe d'opérations, la mise à feu. Le soldat épaule l'arme, il met le chien en position d'armée, c'est-à-dire position de recul maximal, et le fusil est ensuite dirigé position 18 vers l'objectif. Je n'ai pas écrit viser, parce qu'à l'époque on ne vise pas, on tire sur des groupes, sur des masses, généralement au commandement de l'officier. Il n'y a pas ou très minoritairement une pratique du tir précis à l'époque, et ce genre d'arme est d'ailleurs structurellement très imprécise. Et enfin, donc l'appui sur la détente. Alors, entre l'amorçage, le chargement et la mise à feu, le total, c'est 19 opérations. Et il y en avait 24 avant l'emploi de la cartouche. Bon, en arrondissant ces chiffres à 20 opérations au total, et en supposant qu'un homme accomplit chacune d'elles en une seconde, on aboutit à une cadence théorique de tir de 3 coups par minute. C'est à l'exercice le maximum qu'on puisse obtenir d'un soldat, indique un colonel en 1753, M. de Saint-Hérem, qui était colonel au régiment de Montmorin. Bon, bien que moins incommode qu'un mousquet, le fusil demeure une arme longue à mettre en œuvre. Et au combat, le temps de recharge augmente encore sous l'influence de différents facteurs, comme les ratés de la patine à silex. Il faut savoir qu'avec le fusil de 1777, il y a près d'un raté pour 15 coups, c'est beaucoup. L'encrassement rapide et important du canon sous l'effet des débris brûlés de la poudre noire. Cet encrassement oblige le tireur à s'interrompre pour nettoyer son arme.
la chaleur brûlante du canon après des décharges continuelles, le temps humide qui ralentit, voire empêche la combustion de la poudre, le vent aussi qui peut faire obstacle à la production d'étincelles, et les phénomènes de fatigue, de panique et de confusion inhérents à l'action guerrière. Et bien sûr, le manque d'entraînement. Le manque d'entraînement qui confère donc à ce dernier une importance capitale. Dans ce domaine, nul ne rivalise à l'époque avec l'armée des rois de Prusse Frédéric Guillaume Ier, dont le règne est compris entre 1713 et 1740, et Frédéric II, qui lui succède jusqu'en 1786. J'en arrive donc à la deuxième partie de mon propos, le drill prussien. Alors, le développement de l'armée prussienne est la principale préoccupation de l'armée de Frédéric Guillaume Ier, dit le roi sergent. Le roi sergent donc, a forgé une armée, secondée par le prince de Léopold d'Anhalt-Dessau, qui a pris part aux campagnes contre Louis XIV. À partir de 1740, Frédéric II renforce à son tour l'institution militaire, tout en l'employant bien davantage que son père sur les champs de bataille. Deux raisons expliquent les soins constants accordés à l'armée au royaume des Hohenzollern. La première, la volonté de faire de la Prusse une puissance européenne. La seconde est que l'armée constitue un facteur d'unité pour un État aux possessions territoriales morcelées. On ne peut cependant pas parler de militarisation de la société prussienne, comme l'ont fait penser la célèbre formule attribuée à Mirabeau, la Prusse n'est pas un État qui possède une armée, mais une armée qui possède un État. Puis la thèse d'Ottobourg, parue en 1952. Cette vision est aujourd'hui remise en cause. Alors, cette armée prussienne se distingue par l'intensité et la rigueur de son exercice, ou drill. Sur le plan étymologique, le mot vient du verbe allemand drillen, faire tourner, ce qui le rend indissociable de deux notions. D'abord, la rotation. De nos jours, une recherche du mot drill sur Internet renvoie vers des sites de vente de perceuses, dont le fonctionnement repose sur la rotation d'un fourret ou drill, nom féminin en français, D-R-I-2-L-E. Ensuite, deuxième notion associée, le mouvement. Le mouvement à l'exemple de la danse, et je signale ici qu'un auteur américain, William McNeil, a souligné les origines communes de la chorégraphie et du drill dans un essai qui est paru en 2005, L'art de marquer le temps, la danse et le drill dans l'histoire, une traduction française. Alors, dans l'univers militaire du XVIIIe siècle, ce mouvement rotatif est appliqué à l'homme, à son arme et à la baguette, qui sert à la charger, retourner deux fois, vous l'avez vu sur ces diapositives. Un passage de Candide ou l'optimisme, le célèbre conte voltairien, l'illustre très bien. Le héros, qui vient d'être racolé dans l'armée du roi des Bulgares, c'est-à-dire de Frédéric II dans l'œuvre, subit ses premières séances d'instruction. On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins de mal, et il ne reçoit que 20 coups de bâton. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10, et il est regardé par ses camarades comme un prodige. La description de Voltaire met en évidence les punitions et les sanctions qui sont indissociables du drill. Le moindre écart par rapport au règlement donne lieu à des châtiments corporels. Coups de bâton, de canne, de plat de sabre ou de baguette, non plus en bois mais en fer depuis 1730. Le Suisse Ulrich Breker, recruté de force dans l'armée prussienne comme soldat, est pris de sueur froide à la vue du traitement que les officiers réservent à leurs hommes, rossés sans ménagement. Son inquiétude le conduit à demander à un camarade, Zittemann, de lui montrer à l'avance le maniement des armes. « C'est facile à apprendre », lui répond ce dernier, « mais tout dépend de la rapidité, parce qu'il faut le faire en un éclair. » Alors, comme le souligne Zittemann, avec des fusils à un coup et à chargement par la bouche, la recherche de la rapidité du chargement est une nécessité fonctionnelle. L'obtention du feu continu impose l'exécution par le soldat d'une série de mouvements mécaniques et minutés. Après un tir, chaque homme doit recharger immédiatement pour se préparer à faire feu une nouvelle fois.
Cette logique implacable transforme le soldat, à l'issue d'entraînements longs et répétitifs, en une véritable machine à accomplir une série de gestes sous le feu de l'ennemi. La discipline prussienne a pour but de maintenir la concentration du fantassin sur son tir, même face à l'éventualité de la mort ou de la blessure. Ainsi, le drill prussien est-il un véritable dressage? Appliqué au corps, il constitue, selon Michel Foucault, un des éléments du nouveau mode de domination impersonnelle et universelle à l'œuvre dans les sociétés occidentales à partir de l'âge classique. Cette disciplinarisation du corps revêt un caractère d'engrenage dont l'aspect déshumanisant est, au XVIIIe siècle, perçu de manière positive. L'exécution mécanique de l'exercice militaire est, en ce temps, vue comme une prouesse créatrice de l'esprit humain, à l'instar des horloges, des carillons et des automates, fort appréciés au siècle des Lumières. Je pense notamment aux joueurs de flûte, des tambourins, aux canards qui digèrent de vos cançons. Alors, le dressage concerne uniquement le corps, non l'esprit. Dans l'armée des Hohenzollern, le soldat n'est pas un être destiné à réfléchir, mais seulement, et pour son bien, à obéir. Nicht raisonnieren, selon l'expression favorite du roi sergent, armé de crétins, comme l'écrit Arnaud Guigné, d'après les réflexions du prince de Ligne. Alors, exercer les hommes, en faire des automates, oui, mais pour quel résultat? Alors, la vitesse de tir de l'infanterie prussienne est la plus élevée jamais atteinte avec des armes à chargement par la bouche. 4 à 5 coups par minute à l'exercice pendant la majeure partie du XVIIIe siècle. Alors, au combat, probablement moins, plutôt 3 coups par minute, alors que la moyenne des autres armées de l'époque est plutôt de 1 à 2 coups par minute, en raison de tous les facteurs que j'ai énumérés au début de l'exposé. La cadence de tir est portée à son maximum dans les dernières années du règne de Frédéric II, à la suite de deux légers changements matériels, la baguette cylindrique en 1774 et la lumière conique des fusils en 1781. Bon, la baguette cylindrique, c'est une baguette qui n'est plus en forme de poire comme celle que vous m'avez vu utiliser sur ces diapositives. C'est une baguette donc, qui a exactement le même diamètre sur toute sa longueur, donc que le soldat n'a pas besoin de retourner pour enfoncer dans le canon de l'arme et ensuite pour la ranger, puisqu'elle a le même diamètre à ses deux extrémités. Quant à la lumière conique, alors la lumière, c'est le petit canal qui fait jonction entre le bassinet et l'intérieur du canon. Alors ce canal de lumière est un peu élargi, on lui donne une forme d'entonnoir, ce qui permet au soldat de ne pas amorcer, en fait, d'enfoncer la charge directement par la bouche, au besoin en frappant le fusil crosse à terre, et donc ce qui évite le temps d'amorçage, et vous avez vu que c'est assez long, donc il y a un gain assez non négligeable en temps de recharge de ce point de vue. Ce qui porte la vitesse de tir donc dans ces années 1770-80 en Prusse, par coup, vitesse de tir individuelle à l'exercice, donc de 6 coups par minute et selon certains règlements, 1/7 prêt à tirer. Mais ce sont là, donc je le répète, des cadences d'exercice. Alors, efficaces en Prusse, ces méthodes sont-elles exportables en France? Au pays de Voltaire, l'exercice prussien commence à susciter l'intérêt à partir de la guerre de succession d'Autriche qui débute en 1740. Après la victoire de la Prusse à Mollwitz en 1741, les succès de cette puissance sont attribués à la discipline supérieure de ses troupes, une conviction qui perdure jusqu'à la Révolution. L'introduction de l'exercice prussien alimente ainsi les réflexions des responsables militaires et des officiers français durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, au point de constituer la référence dominante, admirée par les uns et rejetée par les autres. Ce demi-siècle de débats et de réformes peut être divisé en deux périodes. Jusqu'à la guerre de 7 ans, la Prusse est perçue comme un modèle dont il faut s'inspirer, notamment sur le plan de l'entraînement en tir, tout en tenant compte des spécificités du tempérament des soldats français. La sous-série 1M du service historique de la défense, les mémoires et reconnaissances,
reflète cette conception à travers les nombreux mémoires adressés aux secrétaires d'État de la guerre successifs. Alors je manque de temps pour les citer, mais on en trouvera une large sélection dans ma thèse, ainsi que dans les travaux d'Arnaud Guigné. Ce point de vue, s'inspirer de la Prusse, mais en respectant le caractère national, est également partagé par le maréchal de Saxe. En février 1750, le vainqueur de Fontenoy assiste aux exercices qui ont lieu aux Invalides. Écrivant peu après au comte d'Argenson, Maurice de Saxe se montre favorablement impressionné par les détachements manœuvrant suivant le style prussien. Néanmoins, l'importation en l'état de ce modèle en France suscite en lui des doutes, et le grand homme de guerre confie au comte d'Argenson que la tactique étrangère ne convient pas aux troupes françaises. Notre infanterie, je cite, quoique plus valeureuse que toutes celles de l'Europe, n'est pas en état de soutenir une charge dans un lieu où elle peut être abordée en plaine par de l'infanterie moins valeureuse qu'elle, mais mieux exercée et mieux disposée pour une charge. D'après le maréchal de Saxe, donc, les Français montrent plus de disposition à la petite guerre, faite d'escarmouches et d'opérations de harcèlement à l'avant ou à l'arrière des armées ennemies. Les succès, reprend-il, que nous avons eus dans les batailles ne doivent s'attribuer qu'au hasard ou à l'habileté que les généraux ont eue de réduire les combats à des points ou à faire de postes. La réception du modèle change quelques années après la mort de Maurice de Saxe, une fois commencées les opérations de la guerre de 7 ans, qui constituent un important point d'inflexion de la pensée française. Les revers subis pendant le conflit par les troupes de Louis XV, en particulier l'humiliante défaite de Rosbach en 1757, déclenchent chez les responsables de la guerre un souci d'imitation pure et simple de la discipline et de l'exercice prussien, cette fois sans interrogation sur la capacité d'assimilation des nouvelles méthodes par les structures politiques et sociales françaises. Les réformes du duc de Choiseul, secrétaire d'État de la guerre de 1761 à 1770, en sont la première manifestation. L'influence du modèle prussien est, par exemple, évidente lorsqu'est adopté un nouvel uniforme pour l'infanterie en 1762. Alors c'est l'habit qui sera plus tard appelé l'habit à la française, avec la suppression des pans de devant de l'habit, l'apparition des revers, l'ouverture au niveau du ventre, avec une échancrure qui laisse voir la veste, les parements de manches fixes et rétrécis. Uniforme raccourci, on a longtemps dit étriqué, mais enfin c'est un peu excessif. En tout cas, un uniforme raccourci à la fois pour des raisons d'économie et de fonctionnalité, puisque les habits amples s'accrochent aux fusils et aux baïonnettes, ralentissent les demi-tours et souvent également causent des chutes dans le premier rang, où les hommes tirent à genoux, notamment à l'exercice. De même, le fusil modèle 1763 est-il moins long que ses prédécesseurs, vraisemblablement pour pouvoir charger et tirer en marchant comme les Prussiens. Le tir mobile est une spécialité prussienne et il est évidemment plus facile de le pratiquer lorsque le fusil présente moins d'encombrement. Le successeur de Choiseul, le marquis de Monténard, secrétaire d'État de 1771 à 1774, va plus loin et charge un Poméranien, le baron de Pirch, d'introduire la tactique prussienne en France. Et le baron de Pirch remet à Monténard un mémoire en 1773 qui sert de base à plusieurs instructions militaires où sont prescrits les feux de bataillon en avançant et en reculant empruntés aux Prussiens. En 1776, le comte de Saint-Germain institue les coups de plat de sabre pour les auteurs de fautes légères en présence des troupes assemblées, une peine humiliante, très mal accueillie. Beaucoup y voient une atteinte à la dignité du soldat français, librement enrôlé au service de son roi, tandis que le Prussien est souvent assimilé à un serf. Durant la décennie 1770, les voyages d'observation sur les terrains de manœuvre de l'armée de Frédéric II et sur les champs de bataille de la guerre de 7 ans se multiplient. Le comte de Guibert en 1773, qui en rapporte un journal. Il sera question demain avec Isabelle Deflers du marquis de Toulonjon, un peu plus tardif, puisque c'est en 1786.
Les années 1770 et 1780 voient également l'apparition en français de recueils tactiques sur l'armée prussienne, tels ceux de Keraillot ou de von Saldern. Alors, cette imitation sans nuance de pratiques étrangères a toutefois des opposants, notamment parmi les épigones du chevalier de Folard, mort en 1752, et de ses théories offensives. Alors, ces continuateurs sont, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Joly de Mézeroy, le baron de Manille-le-Rang. À ce groupe se rattache aussi le Michaud d'Arçon, Pierre-Augustin de Varennes ou le baron de Bois. Alors, ces derniers, invoquant la théorie des climats de Montesquieu, s'insurgent et mettent en avant le caractère ardent et vif du soldat français qu'ils jugent plus propre à l'attaque qu'aux affaires de feu. Mais les critiques les plus pertinentes adressées contre la discipline de tir prussienne émanent de l'adversaire des tacticiens précédemment cités. En défendant les mérites de l'ordre mince et du feu sur 3 rangs, le comte de Guibert est accusé par ceux-ci de vouloir imiter servilement le royaume prussien. À tort cependant, comme l'illustre ce passage de l'essai général de tactique publié en 1772. Ces bataillons prussiens dont on a cru et dont quelques gens croient peut-être encore le feu si redoutable sont ceux dont le feu est le moins meurtrier. Leur première décharge a de la portée et de l'effet, parce que ce premier coup, chargé hors du combat, l'est avec exactitude. Mais ensuite, et dans le tumulte de l'action, ils chargent à la hâte et sans bourrer. On leur a dit que la plus grande perfection de l'exercice à feu était de tirer le plus grand nombre possible de coups par minute. En conséquence, ils n'ajustent point. Une manière de mouvement machinal et comme de ressort placent leur arme contre l'épaule au lieu de soutenir le fusil dans la direction horizontale, ce qui exigerait qu'il portât avec force sur la main gauche. Ils trouvent plus commode de ne pas se fatiguer et laissent tomber le fusil extrêmement bas. Ainsi, le coup part sans que l'œil l'ait dirigé et la balle va mourir dans la poussière au quart de sa portée. Toutes les troupes de l'Europe, cependant, séduites par la beauté des exercices à feu prussiens, par la célérité de leur chargement, par l'ensemble et la correspondance de leurs décharges, ont cherché à les imiter. Fin de citation. Alors, en écrivant ces lignes, Guibert s'est peut-être appuyé sur l'histoire de la dernière guerre de Bohême, ouvrage publié en 1756 par Éléazard de Mauvillon. Ce dernier y avance que lors de la bataille de Chotouzitz en 1742 en Bohême, les troupes prussiennes auraient tiré 650 000 coups de feu pour à peine 2500 Autrichiens hors de combat, c'est-à-dire tués et blessés. De piètres performances qu'explique dans une large mesure le tir sans application dénoncé plus tard par Guibert, le reste étant dû aux faiblesses techniques des fusils et des balles de l'époque. Cet exposé touche à sa fin, je vais conclure le propos. De la guerre de succession d'Autriche à la Révolution, soit pendant plus d'un demi-siècle, la France a tenté de réformer son armée, plus particulièrement l'infanterie, en s'alignant sur la Prusse, érigée au rang de modèle. Sur le plan du maniement des armes, tirer vite est l'objectif majeur assigné à l'exercice, à l'image de celui dispensé au fantassin de Frédéric le Grand. Dans le dernier règlement de manœuvre de la monarchie, daté du 1er août 1791, il est ainsi demandé d'entraîner les recrues à charger 3 à 4 coups par minute, ce qui est encore bien inférieur à la cadence moyenne des Prussiens, qui atteint à l'époque, je l'ai dit, donc 6 coups par minute. Mais l'objectif, c'est que le soldat tire le plus rapidement possible. Puis vient le temps des guerres de la Révolution et du Premier Empire, période durant laquelle se dégage, selon nous, une voie française du combat d'infanterie. De 1792 à 1815, celle-ci se bat avec un matériel et des formations tactiques hérités de l'Ancien Régime. Le fusil reste une arme à silex, à un coup et à chargement par la bouche. C'est le fusil modèle 1777, à peine modifié en l'an 9, que vous m'avez vu manipuler sur les diapositives. En l'an 9, on a simplement simplifié la forme de la platine et modifié le système de fixation des garnitures, c'est-à-dire des systèmes de fixation du canon à la monture en bois. Donc ce sont vraiment des changements extrêmement mineurs. Donc sur l'emploi de ce fusil repose
les principaux dispositifs tactiques des troupes révolutionnaires et impériales qui sont la ligne, permettant des feux collectifs et de salve, ou de salve, le combat en tirailleur, destiné à harceler et à ébranler l'ennemi par des tirs individuels ciblés, la colonne, formation d'attaque privilégiant le choc des baïonnettes, le carré, procédé de défense face à la cavalerie ennemie, contre laquelle le fusil est utilisé de deux manières, en tant qu'arme de tir d'une part, mais aussi comme une pique grâce à sa baïonnette. Alors les colonnes et les tirailleurs, il faut le souligner, qui furent simplement expérimentés et employés de façon limitée dans l'armée royale, connaissent un très grand développement durant la Révolution. C'est la conséquence du grand nombre, de l'inexpérience et de l'état d'esprit offensif des nouvelles troupes, qui sont composées de volontaires et de requis. Plus tard, la Grande Armée perfectionne l'ensemble de ces dispositifs, notamment les tirailleurs, avec les succès que l'on connaît. La Prusse n'est donc plus le modèle à imiter. Dépassant la seule recherche de la rapidité du tir, la voie française du combat d'infanterie consiste à faire usage de toutes les possibilités du fusil au sein de formations tactiques variées, en passant rapidement de l'une à l'autre au gré des circonstances et des besoins. C'est la voie de la diversité et de la souplesse. Je vous remercie de votre attention.